Voilà, donc dans cette nouvelle vidéo, on va étudier la suite des théorèmes importants qu'on utilise dans l'analyse des structures. Et notamment, autant on vient de couvrir dans la vidéo précédente les principes de base pour les corps indéformables, nous allons voir maintenant le fonctionnement de ces différents théorèmes dans le cas des corps déformables. Alors le principe évidemment est le même que pour un corps indéformable, c'est pour ça qu'on a commencé par quelque chose d'un petit peu plus simple. Il suffit simplement d'ajouter à l'énergie potentielle totale l'énergie potentielle de déformation. Et donc pour une structure indéformable, mais si H est égal à moins W, ben pour une structure déformable, H est égal à U moins W. Donc énergie potentielle de déformation, et ici on retrouve le potentiel dont dérivent les forces extérieures ou les forces appliquées. Et donc simplement par le même principe, au lieu d'écrire simplement delta H égale moins delta W égale 0, bien évidemment on obtient delta U égale W. Et donc ce qui veut dire que quand on se trouve dans le voisinage d'une configuration d'équilibre, pour un corps qui est un corps potentiellement déformable, bien si on donne un champ de déplacement virtuel cinématiquement admissible, le travail qui est réalisé par les forces extérieures appliquées doit compenser exactement l'énergie qui est stockée à l'intérieur du corps déformable euh, dans le même mouvement, dans ce mouvement ou dans ce champ virtuel. Ok, alors donc on a déjà expliqué dans le chapitre précédent comment faire pour calculer un travail virtuel des forces extérieures, mais on va regarder maintenant tout simplement comment faire pour calculer l'énergie potentielle de déformation qui est associée à un champ virtuel. Alors pour faire ça, on doit revenir à ce qu'on connaît de la mécanique du solide déformable, et on revient pour commencer à l'échelle du matériau. Et donc à l'échelle du matériau, on sait qu'on peut représenter un état de contrainte en un point d'un matériau par un tenseur des contraintes, sigma, en représentant des contraintes normales et hors de la diagonale des contraintes qui sont plutôt des contraintes tangentielles, et identiquement un tenseur des déformations qui représente des déformations sur la diagonale axiale et des cisaillements en dehors de la diagonale. Alors, le tenseur des contraintes, on va dire qu'il est statiquement admissible s'il satisfait des conditions d'équilibre de volume et de surface. Vous voyez, la première des deux équations ici nous dit simplement que toutes les forces F qui sont distribuées dans le volume du corps qu'on est en train d'étudier, ben si c'est une poutre, ben c'est en chaque point des sections de cette poutre. Si c'est un objet qui est une forme de coque, c'est en chacun des points de la coque. Eh bien on voit que les composants dans les trois directions, I égale 1, 2, 3, donc x, y, z de l'espace, doivent être telles qu'elles sont compensées par ces dérivés de sigma ij. Pareil, sur le contour de l'objet, les tensions de surface qu'on note TI doivent être compensées par les contraintes TIJ, et nu représente ici la direction normale aux différentes facettes extérieures. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend dans un cours de mécanique du solide. Je le rappelle simplement ici. Et si le tenseur sigma, le tenseur des contraintes, est tel que ces conditions-là sont vérifiées, eh bien on va dire que le champ de contrainte est statiquement admissible. En gros, ça veut dire que les efforts intérieurs, les contraintes intérieures, sont en équilibre avec les efforts extérieurs. Okay. De même, si epsilon satisfait les conditions de continuité interne et les conditions limites, ça c'est quelque chose qui est évidemment tout à fait similaire à ce dont on a déjà discuté quand on parle d'un champ cinématiquement admissible. Vous voyez ici, c'est la définition d'un champ cinématiquement admissible. Alors le tenseur des déformations doit satisfaire ces deux conditions-là. La deuxième est très facile. Elle dit simplement, que les déplacements imposés UI bar doivent correspondre aux déplacements UI. Et les déplacements UI sont en réalité tels que quand on calcule la dérivée J de UI plus des I de UJ, et qu'on divise par 2, on obtient les déformés epsilon IJ. Donc si vous voulez dire en d'autres termes, si le tenseur des déformations epsilon peut s'écrire sous la forme qui est représentée ici, et que U représente donc a fortiori un champ de déplacement, on voit quand on dérive un déplacement, on obtient bien une déformation, et que ce champ de déplacement satisfait les conditions qui sont des conditions appliquées, donc des déplacements appliqués au bord du domaine, et bien en fait on se rend compte que le matériau, ou en tout cas ce tenseur des déformations, non seulement satisfait les conditions limites, deuxième équation, mais aussi la continuité interne.
Ok, donc ça c'est quelque chose qu'on a dû voir dans un cours de mécanique du solide. Et tout ça pour rappeler simplement que le travail des forces intérieures est lié à ces contraintes, à cet ensemble de contraintes et de déformations de cette manière-ci. Donc de nouveau, l'énergie potentielle de déformation par unité de volume, UV, est donnée par l'intégrale de sigma d epsilon. Donc si on a une relation dans le plan sigma epsilon, je la prends juste unilatérale ici pour faire simple. Elle est même prise géométriquement non linéaire ici. Et bien pour calculer la densité d'énergie potentielle de déformation, donc c'est une quantité d'énergie potentielle de déformation par unité de volume, eh bien on doit calculer l'intégrale de sigma d epsilon. Et donc un delta UV est représenté par la petite surface H du dessin qui était ici. Identiquement à ce qu'on a vu précédemment pour le travail des forces extérieures, on peut définir une densité d'énergie complémentaire qui est simplement la quantité qui se trouve au-dessus de la droite, au-dessus de la courbe. Et quand le matériau est un matériau à comportement élastique linéaire, énergie complémentaire et énergie potentielle sont les mêmes, simplement pour des raisons de symétrie. Ce qu'on pourrait faire, c'est vérifier quand même rapidement qu'on a bien des unités d'une énergie par unité de volume, mais c'est pas très compliqué, puisque sigma, ce sont des newtons par mètre carré, c'est une contrainte. Epsilon n'a pas d'unité, d'accord? Donc au membre de droite, on a bien des newtons par mètre carré, et des newtons par mètre carré, mais c'est la même chose qu'une énergie potentielle stockée à l'intérieur du matériau divisé par des mètres cubes, puisque je le rappelle, des joules sont des newtons fois mètre, divisé par 2 mètres cubes, donc ça fait bien des newtons par mètre carré. Ok, alors ça traduit le fonctionnement du stockage de l'énergie potentielle dans un matériau à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle d'un point. Mais alors, ça fonctionne quand on fait la mécanique du solide. Généralement, quand on fait la théorie des structures, on travaille souvent avec des poutres ou des barres, ou éventuellement des plaques ou des coques, et donc on s'empresse d'éviter de travailler les contraintes et on les intègre. Et donc par exemple, si on voulait faire le calcul de l'énergie interne de déformation dans une barre de treillis, quand elle est soumise à une déformation epsilon, eh bien on arrive aux résultats qui sont ces résultats-là. Ok, on pourrait refaire pardon, juste le développement. Je vais ajouter une page. Voilà ici. Et donc ça revient à dire que on part d'une barre de treillis. Cette barre de treillis, on va la supposer avec une certaine section. Ça peut être une section carrée ou rectangulaire, ça peut être n'importe quelle autre section droite, oméga, ln bar L, et qu'est-ce qu'on fait? On lui impose, c'est une barre de treillis, on va lui imposer une élongation epsilon, ou un déplacement U si on veut, et donc si la longueur est L au début, je vais appeler ce déplacement, disons, delta L, et donc c'est un déplacement virtuel. Le déplacement est lié à la déformation. Donc la déformation virtuelle serait égale à delta L divisé par L. Alors si on considère que la barre était initialement au repos ou en l'absence de contrainte, la contrainte sigma qui est générée par ce déplacement virtuel, en fait, serait égale à E fois delta epsilon. Et donc ici, ce que je suis en train de faire simplement, donc c'est considérer que dans la loi sigma epsilon, on a la loi de Young. Le comportement est uniaxial, donc j'écris simplement sigma est égal à E fois epsilon. Et la contrainte à laquelle j'arrive quand je pars de l'état initial et que je lui donne ici un déplacement delta epsilon, eh bien c'est une contrainte qui est égale à sigma égale à E fois delta epsilon. Ok, et donc le travail, si je reviens ici à la définition, donc l'énergie potentielle de déformation par unité de volume, ou bien la densité d'énergie potentielle, c'est l'intégrale de sigma d epsilon. Ok, donc je vais peut-être l'écrire simplement de nouveau avec des d plutôt que des delta. Donc l'énergie potentielle par unité de volume, c'est l'intégrale de 0 à l'état initial à l'état courant, et vous voyez qu'ici on a tout paramétré par rapport à epsilon. Donc ce sera une intégrale de 0 à epsilon de sigma d epsilon. Et sigma
d epsilon, on peut l'écrire comme ça. Je vais mettre une barre dessus pour distinguer les deux epsilon, donc la variable et la valeur jusqu'où je voudrais intégrer. Sigma est égal à E fois epsilon d epsilon. Donc E epsilon bar sur 2, au carré sur 2 à faire varier entre 0 et epsilon. Et donc c'est égal à E 1 demi fois epsilon carré. Ok, bon, logique ou pas logique, je suppose quand même que oui, ce sont des choses qu'on a dû faire en mécanique du solide un paquet de fois. Donc finalement, dans ce que je viens de faire ici, je viens de dire qu'on est passé de 0 à epsilon. La valeur du sigma auquel on est arrivé, c'est E fois epsilon. Finalement, ce que je viens de faire, c'est rien d'autre que de calculer la surface ici en dessous du triangle. Ok, 1 demi fois base fois hauteur sur 2. La surface base fois hauteur sur 2. Ok, et donc ça c'est une quantité d'énergie par unité de volume. Moi je voudrais m'intéresser maintenant à la quantité d'énergie qui est stockée en entier sur l'entièreté de la barre. Et donc la quantité d'énergie qui est stockée sur l'entièreté de la barre, il va falloir intégrer ce UV en chacun des points. Et donc U est égal à l'intégrale de UV dV. Intégrale sur le volume. Ok, de manière à ce que si là on a des, comme on vient de le voir, des joules par mètre cube, eh bien U s'exprimera effectivement en joules. Ok, et alors bon, dans cet exemple particulier pour une barre, epsilon, la déformation, est quelque chose, si on décide de la paramétrer dx, dy, dz, donc dans l'espace, puisque c'est une barre par exemple prismatique, epsilon est constant dans l'espace, est constant en chacun des points de la barre. Et donc ça veut dire que ici, je vais pouvoir intégrer de 0 à L, de 0 à H, et de 0 à B, si on a une barre prismatique, UV, 1 demi, E, epsilon carré, dx, dy, dz. Ok, je vais l'écrire comme ceci, puisque souvent on utilise la coordonnée L pour aller dans la direction des x. C'est comme si je mettais un axe local, comme ceci. Ok, et donc ça nous donne quoi? Ça nous donne 1 demi fois E fois epsilon carré fois L fois B fois H, ou de manière générale, L fois A à la section droite. Ok, et donc l'énergie potentielle qu'on a stockée dans la barre, c'est 1 demi EA epsilon carré L. Ok, alors on sait aussi, on peut l'exprimer en fonction d'une contrainte plutôt que de l'exprimer en fonction d'une déformation. Et si on l'écrit en fonction d'une contrainte, on sait que on l'a écrit là-bas. Sigma est égal à E fois epsilon, c'est-à-dire epsilon est égal à sigma sur E. Et donc on peut également écrire, si j'élimine epsilon et que je le remplace par sigma, 1 demi, sigma carré, fois 1. Et alors, epsilon carré, donc ça nous fait donc sigma carré, je vais diviser par E carré, et un L ici. Voilà, et alors là on a une énergie potentielle de déformation, mais je vais la noter avec une étoile, parce que je l'ai paramétrée par rapport à sigma et non plus par rapport à epsilon. Ok. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est finalement utiliser non pas une fonction de epsilon ou une fonction de sigma comme je viens de le faire, mais ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser plutôt une fonction de une autre grandeur qui est une grandeur cinématique, qui est U l'élongation de la barre, et une autre grandeur, une grandeur statique, ou mécanique si vous voulez, qui est l'effort n dans la barre. Ok, donc si on se souvient que epsilon est égal à delta L, l'allongement de la barre, divisé par L, je remplace epsilon carré là-dedans par U sur L,
on va avoir 1 demi E1 sur L fois U carré. Et si on se souvient évidemment que sigma est égal à n sur 1, on remplace ceci par n sur a, donc on a n carré, le a vient au dénominateur. Okay, et on se retrouve finalement avec deux formules qui sont des formules d'intérêt beaucoup plus pratiques, pas tant la deuxième que la première, où on retrouve essentiellement donc l'énergie qui est stockée dans une barre. Donc c'est-à-dire que si on prend une barre et qu'on l'étire ou qu'on la comprime, si la raideur de la barre c'est EA, raideur axiale, L la longueur de la barre, ceci c'est évidemment équivalent à une raideur, K, dont les unités sont EA, ce sont des newtons par mètre carré, je divise par une longueur, ce sont des newtons par mètre carré fois mètre carré, donc ce sont des newtons, hein, tout simplement. Et je divise par des mètres, donc on a bien une raideur extensionnelle, donc en newtons par mètre. Et donc on voit que l'énergie qui est stockée, c'est 1 demi fois K, la raideur fois U carré. Okay, et donc ce qui est important avec cette formule, celle-là on va l'utiliser vraiment régulièrement. Elle dit tout simplement qu'on va essayer d'éviter autant que possible les contraintes, sigma et epsilon. Ça on va les garder pour la mécanique du solide déformable. Et par contre, quand on fait du calcul de structure, on va plutôt utiliser les grandeurs généralisées, essentiellement les déplacements dans tout ce qui est approche cinématique. Okay, et donc en fait cette formule, pour revenir à ce que je viens de faire juste avant, mais si j'avais regardé tout simplement un ressort dont la raideur vaut K, bien si ce ressort part d'une configuration initiale et que je lui donne un déplacement U, bien sur la loi de comportement du ressort, on a une force et on a un déplacement, une élongation du ressort. La raideur du ressort c'est K, et on dit simplement que cette loi nous dit simplement que pour allonger le ressort d'une certaine quantité U, on doit appliquer une force qui est égale à F est égale à 4K fois U. Ok, donc à U donné, un déplacement imposé donné, la force est égale à K fois U. Et donc quelle est l'énergie qui est stockée dans le ressort? C'est la surface en dessous de la courbe F de U. On voit bien, si on fait l'intégrale de F du, on a bien une énergie. Définition d'un travail. C'est la surface en dessous de la courbe. Donc c'est 1 demi fois la base fois la hauteur. Et on retrouve 1 demi K U carré. Okay, qui est exactement la même grandeur que celle qu'on a trouvée pour une barre de treillis. Ok, donc pour une barre de treillis, la raideur vaut E1 sur L, ça bien sûr. C'est une formule hyper importante, on doit la retenir tout le temps. Alors, donc ça, c'est ce qui se passe quand on part d'une configuration de départ où dans l'état initial, on a un déplacement qui est égal à 0. Si le déplacement n'était pas égal à 0, ou la contrainte n'était pas égale à 0 dans l'état initial, mais si on part dans un état courant maintenant, et qu'on donne une petite variation delta U, c'est ça que je voulais faire, je pars de l'état courant, et puis je donne une petite variation delta U, une petite élongation du ressort, de manière à arriver à U plus delta U. Et bien, qu'est-ce qu'on va voir? On va trouver ici une contribution à l'énergie potentielle de déformation, donc delta U. Contribution à l'énergie potentielle de déformation. On l'appelle virtuelle ou infiniment petite. Pourquoi? Parce qu'elle correspond à une perturbation depuis un état d'équilibre donné vers un autre état d'équilibre voisin qui satisfait les conditions cinématiques. Donc on a un champ qui est cinématiquement admissible et on est capable de calculer ce delta U. Alors comment est-ce qu'on fait pour calculer cette surface? Si le delta U est petit, cette surface est égale à cette surface-là et cette surface-là est égal à simplement la base, delta U, fois la hauteur, c'est un rectangle, base fois hauteur, et la hauteur c'est K fois U. Ok, donc KU delta U égale KU delta U. Comment est-ce qu'on le retrouve? On le retrouve simplement en dérivant l'expression qui est ici. Vous voyez bien que si vous remplacez U par U plus delta U, je veux dire U, le petit u, le déplacement par U plus delta U, grand U devient U plus delta U, ou bien si vous voulez, on a une différentielle simplement. Si j'écris la différentielle de cette équation-là, je vais obtenir au membre de gauche delta U. À droite, je dérive par rapport à U, donc le 2 et 1 demi, ça simplifie.
il reste K, U, delta U, on vient de l'obtenir. Ok, donc évidemment tout se tient et ça fonctionne de cette manière-là. Alors, écrit de nouveau différemment, K, le revoilà, K, U, et K fois U c'est quoi? K fois U c'est F, N, l'effort axial à l'intérieur de la barre, ou bien F, l'effort dans le ressort. Et donc l'énergie qui est développée virtuellement par un déplacement infiniment petit delta U autour d'une configuration d'équilibre est égale à l'effort axial dans la barre multiplié par cette élongation. Logique, oui, ça paraît logique. Il faut juste faire attention que dans la logique qu'on pourrait imaginer, qui est peut-être un tout petit peu trop rapide parce que ça nous rappelle ce qu'on fait en mécanique ou en physique, ici en fait c'est un travail qui correspond à une énergie de déformation interne. Et donc ce résultat-là, il ne faut pas perdre de vue que c'est un résultat qui est une somme de toutes les contributions à chacun des points de la barre. Donc c'est une intégrale sur le volume de la barre, et c'est cette intégrale sur le volume de la barre qui nous a permis d'obtenir les relations ici au-dessus. Ok, donc ça c'est une autre expression qu'on doit connaître par cœur. Et alors si on voulait l'exprimer en matière d'énergie complémentaire, on a la même chose, on prend simplement la différentielle du 1 demi L sur A n carré, donc on va se retrouver avec L sur A n delta n. Et si on élimine le n qui se trouve ici, on peut faire apparaître de nouveau l'élongation de la barre. Et donc l'énergie complémentaire. Quand on donne une variation d'effort intérieur dans la barre, eh bien l'énergie complémentaire qui est mobilisée dans cette augmentation, ou qui correspond à cette augmentation d'effort, est égale simplement au déplacement, à l'élongation existante de la barre, multipliée par cette petite augmentation d'effort intérieur. Alors je l'ai redémontré pour la barre de treillis, c'est certainement quelque chose qu'on fait dans le cadre d'un cours de mécanique des matériaux ou théorie des poutres. On peut le faire aussi pour le comportement en flexion des poutres et pour le comportement en cisaillement des poutres. Et donc exactement comme on vient de voir, delta U est égal à l'intégrale de n delta U. Je peux le remettre ici en couleur, comme ça on le retrouve. Delta U est égal à n fois delta U. Alors on n'a pas encore de version intégrale, je ne l'ai pas fait ici. C'est démontré dans les notes de cours, mais je ne prends pas spécialement le temps de le faire ici dans la vidéo. Si delta U n'était pas constant, parce qu'on décide sur l'entièreté de cette poutre ou de cette barre, on décide de lui imposer une élongation, mais qui n'est pas la même partout, ou un déplacement qui n'est pas le même partout. On peut avoir un déplacement delta U qui varie en fonction de la petite curviligne mesurée le long de la barre. Et bien on se retrouvera avec l'intégrale de n delta U', donc c'est-à-dire dérivée par rapport à S. Et on voit bien évidemment que si n est constant, il peut sortir de l'intégrale. Si on a un delta U qui est le même partout, ou en tout cas qui n'est pas spécialement nécessairement le même partout, quand on primitive ceci, on obtient delta U de L moins delta U de 0, donc c'est-à-dire ce que j'appelais delta U tout à l'heure, l'élongation de la barre. Alors, on doit voir dans un cours, comme je le disais tout à l'heure, de mécanique des matériaux, ou bien de théorie des poutres, on doit voir l'équivalent quand on a une poutre en flexion, sauf que cette fois, on intègre le moment de flexion multiplié par l'augmentation de courbure en chacune des sections. On a la même chose pour le cisaillement, où on mesure l'effort de cisaillement T et la dérivée ou le glissement, tout simplement, la dérivée d'un déplacement transversal qui génère du cisaillement. Ok, alors si on se souvient que M est égal à EI fois la courbure, dans la théorie des poutres, N est égal à EA fois U', et T est égal à G1 fois le glissement, gamma, ou bien V', c'est le gamma, eh bien on voit qu'en fait, quand le matériau est élastique, avec ses lois de comportement, eh bien on a la même chose. On a la même chose, mais l'argument, au lieu d'être exprimé en fonction de grandeur qui sont des efforts à l'intérieur de la structure, on a la même chose, mais exprimé en fonction des
configuration déformée ou en fonction d'un champ de déformation, que ce soit une déformation axiale, un cisaillement ou bien une courbure. Et alors, identiquement, au lieu de l'exprimer ici en fonction de déplacement, ou au lieu d'éliminer le m, ce que je pourrais faire, c'est éliminer le delta qui, éliminer le delta u', éliminer le delta v gamma', et remplacer ces quantités-là par les quantités équivalentes, mais cette fois qui sont des quantités statiques ou mécaniques, donc des efforts et non plus des déplacements, on retrouve une expression qui est tout à fait identique pour le delta u. Ceci c'est vrai, pourquoi ? Donc on a les deux versions. La version cinématique, c'est la première, où on n'a plus que des grandeurs cinématiques qui apparaissent. La deuxième, c'est la version statique, où on n'a plus que des efforts qui apparaissent. Et ces deux-là sont équitables. Ce sont les mêmes, et ça ne marche que parce qu'on a un matériau élastique. Ok, et alors le travail virtuel complémentaire maintenant des forces intérieures. Si on voulait regarder le travail virtuel complémentaire, en réalité, c'est pas fort différent de ce qu'on a ici, dans la mesure où on a quelque chose qui est exprimé en fonction des delta m, delta n et delta t. Ok, donc il s'exprime sous cette forme-là. Vu qu'on a un matériau qui est élastique et linéaire, on se retrouve dans le cas de figure où les deux quantités sont les mêmes. Alors je note que, également, il y a une dernière version qui est possible ou utilisable, mais c'est une version que on n'utilisera pas nécessairement dans la suite. Et donc ceci nous amène au théorème de déplacement virtuel qui nous dit que pour tout corps déformable en équilibre, delta W est égal à delta U. Et on vient simplement donc de spécifier comment calculer delta W. On a vu ça dans le chapitre précédent pour les corps indéformables. Et on vient de voir maintenant comment faire pour calculer delta U. Pour calculer delta U, j'utilise ici la version qui est la version cinématique. Okay, pourquoi ? Parce qu'à partir d'une déformation connue de la structure, j'impose un champ de déplacement qui est cinématiquement admissible. Okay, et donc on retrouve là-dedans différentes choses. Toutes les quantités qui sont équipées avec un delta représentent des grandeurs cinématiques qui correspondent à ce champ cinématiquement admissible qu'on vient de considérer, un déplacement cinématiquement admissible. Okay, évidemment, elles s'associent avec des élongations de barres, des augmentations de courbure, etc. etc. Donc, si je prenais l'exemple simple d'une poutre sur deux appuis, qui est soumise à des charges extérieures connues, par exemple, je vais mettre une force F ici, et un moment à l'appui M. Je ne dessine pas les appuis, mais on a deux appuis comme ceci. Et puis alors, autour de cette configuration d'équilibre, je décide de venir imposer un déplacement qui est un déplacement delta, déplacement transversal V de S. S étant l'abscisse curviligne comme ceci. Et le déplacement qu'on avait déjà avant était égal à V de S. Ok, alors AV de S correspond au déplacement transversal, correspond à une courbure, qui est la dérivée seconde du déplacement transversal par rapport à S. Et donc ça, c'est une vraie grandeur. Donc ça correspond à la vraie grandeur, la vraie grandeur dans la poutre. Donc ça, on a la vraie courbure de la poutre, on a une vraie élongation, un vrai glissement dans la poutre. Et ces grandeurs elles sont associées aux vraies sollicitations, aux vraies forces appliquées, aux vrais moments appliqués, éventuellement aux vraies charges par unité de longueur qui seraient appliquées. Okay, et donc en utilisant cette expression-là, le théorème des déplacements virtuels nous dit que si le corps qu'on est en train d'étudier est en équilibre, alors quel que soit le déplacement cinématiquement admissible qu'on choisit, alors cette équation doit être vérifiée. Okay, c'est juste magnifique. Et ce déplacement cinématiquement admissible, on peut le choisir comme on veut. La seule condition, c'est qu'il respecte les conditions d'appui. En l'occurrence ici, les conditions limites. Donc en l'occurrence ici, donc deux simples conditions d'appui, qui nous disent simplement que delta V doit être égal à 0 ici et 0 là-bas. Et aussi, il faut que ça respecte la continuité de la matière. Donc ça veut simplement dire que le delta V doit être continuellement dérivable sur l'entièreté du domaine. Alors, le domaine d'applicabilité du théorème de déplacement virtuel, il est vraiment très large. Ça ne dépend pas de la nature du corps.
tant que le corps reste continu. Il s'applique aussi bien aux solides à comportement élastique qu'élastoplastique. On verra ça dans la théorie plastique des poutres et des structures. Et bon, d'ailleurs, c'est la base du calcul plastique des structures. Ok, alors, donc ça c'est le théorème des déplacements virtuels. Et alors il y en a une version qui est un petit peu simplifiée et qui vient d'une autre manière et qui s'appelle le théorème du déplacement unitaire. Le théorème du déplacement unitaire nous dit quoi? Mais puisque ceci est vrai, quel que soit le déplacement cinématiquement admissible qu'on choisit, en fait on pourrait, si on s'intéresse à une réaction d'appui par exemple, ou à une solution, une réaction effectivement oui, bien particulière de la structure, ce qu'on pourrait faire, c'est un peu faire comme ce qu'on a fait précédemment. On pourrait relaxer la réaction et se débrouiller pour donner un déplacement unitaire à ce point-là, virtuel unitaire à ce point-là, et par contre, s'assurer que les autres forces qui sont les forces appliquées ne travaillent pas du tout. S'assurer qu'on ait des zéros à ces endroits-là. Donc ça veut dire que parmi tous les termes qui viennent au membre de gauche ici, il y en aurait un et un seul qui serait une réaction. Là, je parle d'une réaction, mais ça pourrait être un moment d'encastrement. On aurait une et une seule réaction qui travaille avec un déplacement, et on va le choisir unitaire. Et ça résulte en le théorème du déplacement unitaire. Ok, et donc le théorème du déplacement unitaire nous dit quoi? Il nous dit qu'on va choisir un champ de déformation cinématiquement admissible qui est tel que seulement une et une seule charge travaille avec un déplacement unitaire. Ok, donc je lis simplement ici l'énoncé du déplacement. Soit une structure déformée sous l'action de force donnée et ou de déplacement imposé, soit à déterminer la force P qui, appliquée en un point A donné de la structure et dans une direction donnée D, permet d'assurer son équilibre. Donc ça veut dire que c'est une réaction d'appui qu'on voudrait déterminer. On choisit pour la structure un champ de déplacement virtuel qui est cinématiquement admissible, tel que le point A se déplace d'une quantité unitaire dans la direction D, tout en faisant en sorte que tous les points d'application des autres forces appliquées subissent un déplacement virtuel nul. Okay? Pareil pour les moments, pareil pour les charges par unité de longueur. Donc les charges par unité de longueur ne se déplacent pas, et les moments appliqués correspondent à des sections qui éventuellement peuvent se déplacer, mais ne tournent pas. Okay? Et donc dans ce cas-là, le théorème de déplacement virtuel se réduit à simplement ceci, en respectant la même consigne que tout à l'heure. La vraie force, en fait on peut la calculer si on connaît les vraies déformations de la structure et le champ virtuel. On enlève le delta, on indique un petit 1 pour dire qu'il est unitaire. Okay, donc j'ai respecté simplement le même couleur, le même code couleur que ce qu'on avait précédemment. Ok, et donc j'insiste ici, on remplace delta par U1 et V1 et delta U par U1 pour montrer que les deux champs virtuels sont associés à une valeur unitaire et a fortiori en plus à l'endroit où la force P est appliquée. Alors pour que ça fonctionne, vous voyez bien que pour pouvoir calculer P, ça on l'impose parce qu'on peut le choisir, on le choisit même de manière arbitraire si on veut, mais ça nécessite d'avoir a priori d'abord calculé les déplacements dans la poutre. Okay, donc c'est peut-être juste un tout petit bémol de la méthode, c'est qu'elle est bien, mais c'est pas elle qui va nous aider à analyser une structure hyper compliquée dès le début, puisqu'on est supposé connaître les vraies déformations, la vraie courbure, la vraie déformation axiale et le vrai glissement sous l'effet des charges au total, des charges qui sont appliquées. Ok, donc ça c'est peut-être juste un tout petit bémol de la méthode. Ok, donc c'est l'état déformé réel. Et alors évidemment, on va essayer de prendre le champ qui est le plus avantageux. S'il n'est pas possible d'annuler tous les déplacements virtuels, on tente d'en annuler un maximum. Il est possible d'écrire une autre variante ou une autre version de ce théorème du déplacement unitaire en conservant plus de termes au membre de gauche qui viendraient de simplement plus de termes de cette équation-là. Alors, si ce n'est pas possible de les annuler tous sauf un, on essaie de les annuler tous sauf deux, et on essaie de trouver évidemment deux champs, puisqu'on peut les choisir de manière arbitraire, on va essayer de choisir deux champs, dans ce cas-là, qui vont nous donner deux équations, deux inconnues. Alors, on peut utiliser cette méthode-là pour calculer, par exemple, un moment d'encastrement, ou bien pour calculer simplement des réactions d'appui. Ok, on aura l'occasion de faire quelques exemples dans la suite. On peut prendre un exemple peut-être très rapidement tout de suite. Dans cet exemple-là, vous voyez qu'on a calculé le déplacement V seconde sur la travée de droite. On considère qu'il est acquis, ce déplacement, et qu'on a réussi à le calculer d'une certaine manière. Okay, on verra plus tard. Et admettons qu'on vous demande simplement ici,
calculer un peu la réaction qui est ici à droite. C'est relativement compliqué. D'abord, la structure n'est pas isostatique, puisque là, on a un encastrement, ici, on a un appui avec une réaction verticale, encore une réaction verticale. Donc, on voit bien qu'on a deux réactions excédentaires. La structure, elle est 2 fois hyperstatique ici. On a 2 réactions excédentaires qui nous empêchent de calculer sur base d'équilibre les efforts sur l'entièreté de cette poutre-là. Ok, ceci dit, on connaît la déformation qui est la déformation ici, et on souhaite le V, donc a fortiori on a la courbure aussi, et on souhaiterait calculer la réaction verticale qui est là-bas. Donc pour y arriver, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, j'ai représenté en même temps le diagramme des moments, donc le diagramme des moments correspondant, ben, vous voyez qu'on a une courbure vers le bas, une courbure vers le haut, une courbure vers le bas ici. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer le théorème du déplacement unité. Et le théorème du déplacement unité nous dit simplement trouver un champ cinématiquement admissible où aucune des forces ne travaille, à l'exception d'une réaction qui serait intéressante. Et donc, si vous voulez, je remplace la poutre qui m'intéresse par une poutre encastrée appuyée. Et de l'autre côté, je fais tasser le point. Donc, l'appui, vous le gardez ou vous l'enlevez, peu importe. Si je l'enlève par la pensée, on peut considérer que je suis en train d'étudier une autre poutre, ou bien je le laisse et je dis simplement que je lui impose un déplacement unitaire. Et je veux calculer la réaction R qui est là-bas. Ok, donc delta W, dans ce cas-là, delta W est égal à 1 fois R, et la charge extérieure qui est appliquée, elle ne travaille pas du tout, parce que le champ cinématiquement admissible que j'ai choisi est égal à 0 là-bas. Alors pourquoi est-ce qu'il est cinématiquement admissible? Il est cinématiquement admissible parce que j'ai respecté toutes les conditions d'appui. Okay, hormis celle-là, mais j'avais relaxé. C'est comme si j'étudiais une autre structure qui n'a pas d'appui ici, comme je viens de le dire. Mais les autres conditions d'appui, là et là, sont bien vérifiées. Et en plus de ça, la pente est bien continue au niveau de l'appui. Ok, donc on n'a pas de souci avec ça. Et donc ce que le théorème nous dit, il nous dit, vous avez besoin d'utiliser le V unitaire. Donc c'est le delta V que j'ai choisi, c'est lui. Je prends par exemple S carré sur L carré, avec un S qui commence ici. Et donc vous voyez bien que en utilisant S carré sur L carré, on part avec une tangente horizontale, et donc on a un bon raccord, il n'y a pas de rupture de pente, et le matériau est bien continu, et on a une valeur unitaire à l'autre extrémité. Et alors, qu'est-ce qu'on doit utiliser aussi? On doit utiliser la vraie courbure, mais on nous l'a donnée. Et ça, je dois l'intégrer normalement sur l'entièreté de la structure. Je ne l'ai pas écrit ici. C'est certainement écrit dans les notes de cours. L'intégrale de 0, je vais l'écrire sur la structure au total, comme ceci. Mais V seconde est égal à 0. Delta V est égal à 0 ici. Donc ça veut dire V1 seconde est égal à 0 sur la première partie de la poutre. Et si V1 est égal à 0 sur la première partie de la poutre, eh bien l'intégrale sur la structure se réduit simplement à l'intégrale sur la deuxième travée, donc de 0 à L. Alors si on substitue cette expression pour V seconde et cette expression pour V1 seconde, okay, on peut sortir le PL carré sur 28i, le EI qui est là-bas, on pourrait le sortir également. Il va simplifier avec le EI qui est devant. Il nous reste 1 moins SL qui vient du V seconde. Et il nous reste la dérivée seconde de V. Donc il faut dériver delta V 2 fois. Delta V' est égal à 2S sur L. Delta V seconde, carré, est égal à 2 sur L carré. Ok, donc le dernier facteur ici correspond à la dérivée seconde de V. Alors, moi je suppose qu'il faut calculer cette intégrale. Et si on l'intègre, on peut le faire rapidement ensemble. Donc le EI se simplifie. Il va nous rester l'intégrale de 1 moins S sur L fois le 2 sur L que je vais mettre devant. 2 sur L carré, je le mets devant.
et PL carré sur 28 ds. Donc ça va nous donner PL carré sur 28 fois 2 sur L carré fois, alors l'intégrale de 1, ça va nous donner L, et alors l'autre va nous donner S carré sur 2, à faire varier entre 0 et L, donc L carré sur 2, L. Ok, donc ici L moins L demi, ça fait L demi. Le 2 simplifie avec celui-là, et il va nous rester simplement un L, donc PL sur 28. Ok, donc on a réussi à calculer la réaction qui se trouve ici, qui est positive et dirigée vers le bas. Pour quelle raison? Parce que j'ai écrit que delta W est égal à 1 fois R, et donc en écrivant ceci, je vois que le calcul du travail de la force que j'ai extériorisé, donc j'ai rendu extérieur, est calculé en multipliant un déplacement, c'est-à-dire 1, et une force, c'est-à-dire R, qui doivent agir dans la même direction. Ok, donc ça c'est excessivement important, c'est une question de convention. Si je décide que le déplacement unitaire est positif vers le bas, la réaction positive est vers le bas. Vu que je calcule une valeur positive de la réaction, eh bien elle est effectivement dirigée vers le bas. Alors, je voudrais pouvoir vous montrer que le choix d'un déplacement cinématique est complètement arbitraire. Si je n'avais pas pris cette expression-là, mais si j'en avais pris une autre, on peut essayer de le faire en changeant de couleur. Si j'avais pris par exemple, évidemment il y en a plein qui peuvent convenir, si j'avais pris delta, je vais écrire ici, égale S sur L, non pas au carré, mais au cube. Donc S cube sur L cube. Évidemment, ça fonctionnait aussi, parce que j'avais un respect de la tangente là-bas. Vous savez que la fonction x cube commence aussi avec une tangente horizontale à l'origine. Et j'aurais aussi eu une grandeur qui est égale à 1 quand S est égale à L. Ok, donc la dérivée première nous aurait donné, je peux peut-être l'écrire rapidement différemment, je vais écrire comme ça, 3s carré sur L cube. Et la dérivée seconde nous aurait donné 6s sur L cube. Ok, donc si je voulais faire ça, en fait on voit que le 2L carré qui est là-bas devient 6s sur L cube. Et je dois remplacer ceci, donc au lieu de multiplier par 2 sur L carré là-bas, je dois le garder à l'intérieur, puisqu'on a un 6s sur L cube. On va peut-être juste réécrire le résultat qu'on aurait obtenu. PL carré sur 28. Le EI et le EI simplifient toujours. On a un 6 sur L cube, simplement qui sort de l'intégrale. Et on doit intégrer, donc il va nous rester S fois ce qui est dans la parenthèse. Donc S moins S carré sur L ds. Donc ça fait P L carré sur 28 fois 6 sur L cube, multiplié. Alors S à primitiver et à faire varier entre 0 et L, mais ça fait S carré sur 2. Donc on va avoir L carré sur 2 moins 0. Et S carré sur L, on doit le primitiver. Donc ça fait S3 sur 3. Donc ça fait L exposant 3 sur 3L. Ok, donc 1 demi moins 1 tiers de L carré. Pardon. L demi moins 1 tiers de L carré, ça fait L carré sur 6. Le 6 se simplifie. On a L carré fois L carré, donc L puissance 4 au numérateur. Et donc on retrouve PL sur 28. C'est le même résultat. Ok, en fait, quelle que soit la fonction qu'on aurait choisie là-bas, on aurait obtenu exactement le même résultat. Ça peut paraître un petit peu magique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, donc en fait, ce qu'on vient de prendre comme variante, c'est qu'on vient d'essayer avec V1 égale S puissance N sur L puissance N, avec N plus grand que 1. Et bon, là, je viens de le montrer avec N égale 3. Je viens de le montrer avec N égale 2, et on a deux fois le même résultat.
On pourrait essayer avec un autre et montrer que ça ne fonctionne pas. Regardez, un autre exemple ici, c'est d'utiliser S sur L. Si j'utilise S sur L, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Parce que le champ cinématiquement admissible que je choisis, il ressemble à ça. Ouais, il est rectiligne. Et qu'est-ce qu'on a là qui fait en sorte que ça ne va pas? La condition d'appui est bien vérifiée, mais par contre la continuité du matériau n'est pas respectée. Si là j'ai une tangente horizontale à gauche, je dois avoir une tangente horizontale à droite. Sinon ça signifie qu'il y a une rupture de pente, et une rupture de pente c'est une rotule simplement qui est capable de s'accommoder ou d'accommoder une rupture de pente. Donc c'est un champ cinématiquement non admissible. Okay, donc celui-là, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et effectivement, si j'avais voulu le faire, mais qu'est-ce que j'aurais obtenu? Mais si je disais delta V est égal à S sur L, j'aurais obtenu delta V' est égal à 1 sur L, j'aurais obtenu delta V seconde est égal à 0, et si delta V seconde est égal à 0, mais le 2 sur L carré ici devient 0, et là j'obtiens quelque chose qui est égal à 0. Et donc j'obtenais R est égal à 0. Donc j'aurais eu une tendance à conclure que la réaction est nulle, sauf qu'en réalité la réaction n'est pas nulle. Ok, donc le théorème ne fonctionne pas. Le théorème ne fonctionne que si on a un champ qui est cinématiquement admissible. Ok, alors on pourrait peut-être faire une petite pause et étudier le théorème des forces virtuelles dans une vidéo ultérieure. Voilà, merci pour votre attention. Voilà, et donc ce qu'on vient de démontrer, c'est que le théorème ne fonctionne que si le champ est bien cinématiquement admissible. Et donc j'en profite pour revenir au théorème du déplacement unitaire, en soulignant que, ou au théorème des déplacements virtuels, en soulignant que le déplacement cinématiquement admissible est une condition qui est vraiment importante. Ok, et donc on retient bien en take-home message, c'est probablement la chose la plus importante à retenir ici, que l'application de ce théorème nécessite de croiser des informations qui sont des informations dans la structure réelle, soumises à ses charges réelles, etc. etc. Et en plus de ces informations, demande de croiser ça avec des informations cinématiques qui viennent d'un champ cinématiquement admissible qu'on a choisi de façon complètement arbitraire. Ok, on peut maintenant voir donc comment fonctionne le théorème des forces virtuelles, qui est un théorème qui est dual ou cousin ou conjoint, si vous voulez, au théorème des déplacements virtuels. Le théorème des forces virtuelles vise à exprimer que non plus delta U est égal à delta W, comme on l'a fait dans le théorème des déplacements virtuels, mais plutôt que les grandeurs complémentaires sont égales. Ceci vient du fait que dans un corps élastique linéaire, les grandeurs complémentaires sont égales aux grandeurs de base, donc U étoile est égal à U, W étoile est égal à W, et plutôt que de travailler avec l'énergie, on va travailler avec une énergie complémentaire. Et donc, ça veut dire qu'on paramétrise non plus, si je regarde ici, une force et là un déplacement, ou bien une contrainte et une déformation. La petite perturbation qu'on va appliquer autour de la configuration d'équilibre d'une structure, on n'a plus la considérer comme étant une fonction d'un déplacement, mais plutôt comme étant une fonction d'une force. Et donc on va légèrement modifier les sollicitations qui sont appliquées sur la structure, les forces extérieures, qui vont également légèrement modifier les efforts intérieurs, et le travail de ces efforts intérieurs dans le vrai champ de déplacement va nous donner un delta U étoile, et le travail des nouvelles forces extérieures appliquées, fois le vrai champ de déplacement, va nous donner un delta W étoile. Ces deux quantités doivent être égales lorsque la structure est initialement dans une configuration d'équilibre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour déterminer un champ de force virtuelle qui est statiquement admissible? Bien, c'est un champ virtuel qui doit satisfaire équilibre entre effort intérieur et effort extérieur. Ok, donc si je reviens sur la définition au sens de la mécanique du solide déformable,
la définition, elle est ici. Il faut nécessairement donc que les contraintes à l'intérieur du matériau soient en équilibre avec les forces extérieures de volume ou les forces extérieures de surface, traction de surface. Quand on a des poutres, ça se présente de manière un peu plus simple. Et on pourrait par exemple imaginer que si on est capable de donner des déplacements virtuels, comme dans l'exemple qu'on vient de regarder juste avant, on a dit delta V est égal à S carré sur L carré, donc ce qui revient à dire que la dérivée seconde, c'est-à-dire la courbure, est égale à 2 sur L carré. Eh bien, on peut associer à ce champ de déformation où la courbure est nulle et puis la courbure est constante, on peut associer un diagramme des moments où le moment est égal à 0 sur la travée de gauche et sur la travée de droite, le moment, c'est EI fois la courbure. Ok, donc ici, je pourrais écrire delta M est égal à EI fois la courbure. Ok, donc si j'impose en plus de la courbure existante dans la poutre, si j'impose une petite variation de courbure, en plus du moment existant, on devrait avoir une variation de moment, delta M, qui vaut 2EI sur L carré. Puisque le moment est constant ici, l'effort tranchant vaut 0. Puisque le moment vaut 0, l'effort tranchant vaut 0. Ok, et donc, ces efforts intérieurs, évidemment, il n'y a pas d'effort axial non plus, je ne l'ai pas dessiné, mais si on n'a pas de sollicitation horizontale, il n'y a pas d'élongation, il n'y a pas de raison d'avoir un delta N. Donc on pourrait écrire delta N égale 0 partout. Eh bien, à ces variations d'efforts intérieurs correspondent des variations ou correspondent des efforts extérieurs. Et les efforts extérieurs correspondants sont calculés comment ou obtenus comment. S'il fallait les calculer, eh bien, on peut simplement dire que vu que l'effort tranchant est égal à 0 et que le moment est égal à 0 dans la travée de gauche, mais si on écrit un équilibre dans le voisinage de l'appui de gauche, l'effort tranchant au 0, là on va avoir un moment d'encastrement, on va avoir une réaction verticale et une réaction horizontale. Bien, on voit que par équilibre évidemment de ceci, puisque M et V là-bas sont tous les deux nuls, ben on voit que les trois composantes de la réaction à l'appui de gauche sont nulles. Ok, pareil pour la réaction du milieu, si je fais un zoom dans le voisinage de l'appui central, là il y a éventuellement une réaction verticale, là on a l'effort tranchant à droite, ici on a l'effort tranchant à gauche de l'appui, mais on vient de voir que ces deux efforts tranchants sont tous les deux égaux à 0, donc par équilibre, la réaction verticale est égale à 0. Pareil à l'appui de droite, en extériorisant évidemment uniquement l'effort tranchant juste à gauche de l'appui, on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de réaction verticale. Par contre, là on voit que le moment de flexion est égal à moins 2EI sur L, c'est une courbure négative, donc le moment de flexion vaut moins 2EI sur L carré au sens de la résistance du matériau, pareil à gauche, donc ça correspond à des moments qui sont des moments appliqués comme ceci, et effectivement quand on a deux moments appliqués comme ceci et rien d'autre entre les deux, le moment sera constant entre les deux. Et donc on a trouvé ici un équilibre entre effort intérieur et effort extérieur. Et c'est ça qu'on veut dire quand les forces sont statiquement admissibles. C'est-à-dire qu'on a trouvé une distribution d'efforts intérieurs, c'est comme les contraintes dans la théorie de la mécanique du solide déformable, et les sollicitations, donc les tensions de surface si on veut, à l'extérieur du corps, et les sollicitations qui sont appliquées à la structure. Ok, donc dans ce cas-là, on a obtenu un diagramme qui est statiquement admissible. Alors qu'est-ce qu'on va dire ? On va simplement dire que en appliquant ces petites modifications de sollicitation qui vont générer des modifications d'efforts intérieurs, eh bien le travail développé par ces modifications d'efforts internes dans le vrai champ de déplacement est égal au travail virtuel qui est développé par les sollicitations extérieures appliquées dans le champ de déformation réelle. Okay, ici, ce sont des moments, donc on doit les conjuguer à des rotations. Voilà, et alors ici, je prends simplement l'exemple d'un ensemble de forces qui sont statiquement admissibles, mais vous imaginez évidemment qu'on peut en trouver beaucoup plus, et vous allez voir qu'on va les choisir de manière utile. Et donc, finalement,
Pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser un champ de déplacement plutôt qu'un champ de sollicitation directement ou vice-versa? Effectivement, vous voyez qu'ici, j'ai essayé de déterminer des efforts intérieurs qui sont en équilibre avec des forces extérieures, mais les forces extérieures et les efforts intérieurs dérivent d'un déplacement virtuel que je me suis supposé, que j'ai supposé, que je me suis fixé. Et ça, c'est relativement complexe. On pourrait d'office trouver des sollicitations extérieures qui sont en équilibre avec des efforts intérieurs. Effectivement, ici, exemple, la structure qu'on doit initialement étudier, si je fais le choix, c'est un choix, c'est même pas une hypothèse, hein, si je fais le choix que les réactions là-bas sont nulles, en fait, ça revient à dire que là, il n'y a pas d'appui. Et je pourrais très bien dire que j'étudie une autre structure. Évidemment, là, on va avoir plus de difficultés à faire le lien avec un déplacement unitaire de l'extrémité de droite, mais peu importe. Je pourrais très bien dire, voilà, je vais étudier une structure qui est comme ceci. Je vais la soumettre à... Donc je l'ai rendue isostatique. Vous voyez qu'on a une poutre sur deux appuis, elle est isostatique. Je vais la soumettre à deux moments comme ceci. Et dans cette structure isostatique, j'ai un accord, c'est vraiment ça qu'il faut, ou un équilibre, ou un accord entre ces efforts intérieurs et ces efforts extérieurs. Ok, donc ça c'est un choix. Donc je transforme la structure initialement hyperstatique, je la transforme en quelque chose d'isostatique exactement comme je veux, et en analysant cette structure isostatique sous l'effet de sollicitation, je vais retrouver des efforts à l'intérieur de la structure qui sont en équilibre et donc en accord, statiquement admissibles, avec les sollicitations extérieures que je me suis fixées. Ok, et donc finalement c'est ça un petit peu l'idée. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait un champ de déplacement plutôt qu'un champ de sollicitation ou vice-versa, surtout en fait s'ils sont équivalents. Et en fait, on peut repartir sur les équations de poutre pour se rendre compte que si on a une charge qui, disons, est simple, par exemple constante, elle va générer des déformations qui sont compliquées. Effectivement, c'est ce qu'on a vu ici. On a des déformations, elles ne sont pas encore compliquées, mais c'est un polynôme de degré 2, alors qu'on a quelque chose qui est constant ou qui est égal à 0 ici. Et donc, généralement, les sollicitations sont spatialement moins variables que les déplacements. Et donc, c'est plus facile de gérer des forces que de gérer des déplacements. Donc, vouloir partir d'un champ de déplacement, comme on l'a fait ici, pour essayer de créer des sollicitations extérieures et intérieures qui sont en équilibre, c'est très certainement se rendre la tâche un peu compliquée. Ok, c'est pour ça qu'on ne le fait jamais comme ça. Et donc, comment est-ce qu'on génère facilement un champ de sollicitation qui est statiquement admissible? On décide de rendre la structure isostatique. Donc, on fait l'hypothèse que quelques réactions sont égales à 0 jusqu'à ce que la structure devienne isostatique. Et puis, on calcule les réactions d'appui sous une sollicitation donnée qu'on a choisie ou bien qu'on nous a imposée. On verra dans quelle configuration on peut faire quoi. Ok, et donc... ce qu'on doit faire, évidemment, c'est trouver un ensemble de sollicitations qui rend la structure en équilibre. Et donc, la structure doit être isostatique ou éventuellement faiblement hyperstatique, s'il y a des structures faiblement hyperstatiques que vous savez analyser facilement et rapidement. Mais ça ne fonctionne bien sûr pas si la structure est hypostatique et qu'on commence à la solliciter avec des sollicitations qui la feraient bouger avec une amplitude indéterminée. Okay, dans ce cas-là, on a un mécanisme et ça ne fonctionne pas. Ok, et alors, donc, à partir du moment où on a déterminé ce champ de sollicitation qui est statiquement admissible, donc il vérifie non seulement les conditions d'équilibre globalement, mais en plus, on va supposer qu'il est d'amplitude infiniment petite, de manière à pouvoir écrire delta W étoile égale delta U étoile. Et le théorème de force virtuelle, donc, qui nous dit simplement que delta W égale delta U étoile, s'explicite si on développe chacun des deux membres, comme ceci. Et on va retrouver, alors on va essayer de conserver les mêmes codes couleurs que la dernière fois, envers les grandeurs dans la structure réelle. Donc on va retrouver un travail des modifications de sollicitation qu'on vient de choisir, qui sont des petites variations de sollicitation, donc exactement telles que celles qu'on a représentées ici à droite. Elle travaille dans le champ de déplacement réel dans la structure. Et alors, ces petites variations d'efforts extérieurs peuvent s'accompagner de petites variations d'efforts intérieurs.
qui eux travaillent, donc correspondent à des courbures. Vous voyez ici on a une courbure, on a des déformations et glissements qui eux vont travailler conjointement avec les efforts qui existent réellement dans la structure, de manière à créer une variation d'énergie potentielle complémentaire. Alors on utilise le théorème des forces virtuelles pour écrire des équations de compatibilité, parce que si on connaît les efforts intérieurs, le théorème des forces virtuelles va nous permettre de calculer des déplacements. De manière générale, on l'utilise pour calculer des déplacements. Alors, bon, c'est à la base du calcul plastique des structures. Alors ici, je l'ai généralisé, enfin, je l'ai simplifié un tout petit peu au début en expliquant que si tout ce qu'on avait fait pour W était valable pour W étoile, ce qui nécessite une hypothèse de linéarité du comportement structurel, mais en fait, on peut regarder le théorème de manière incrémentale, un petit peu comme on l'a fait précédemment. Et donc, on a un équilibre entre le delta W étoile et le delta U étoile. Exactement comme dans le théorème des déplacements, on avait un delta W ici qu'on pouvait rapprocher du delta U. Ok, donc vu de manière incrémentale, l'hypothèse de linéarité n'est plus nécessaire. Il n'est plus nécessaire d'écrire W étoile égale W, et on peut fonctionner directement avec les grandeurs incrémentales. Ok, ce qui explique que le théorème des forces virtuelles est également valable quand on fait de l'analyse ou du calcul plastique de structure. Alors on a une version qui est très simple, c'est le théorème de la force unité. Ce théorème-là, on doit le connaître par cœur parce qu'il est d'utilité vraiment pratique, et on l'utilise très souvent. Il nous dit quoi? Il nous dit, si on veut calculer un déplacement, réel dans une structure, et qu'on connaît déjà ces diagrammes d'effort intérieur, M et T, eh bien en fait, il suffit de trouver un champ de sollicitation delta F, delta P, delta M, qui est tel que le membre de gauche, donc le delta W étoile, s'annule partout, sauf pour le déplacement qui nous intéresse. Et donc on a envie d'avoir ici, un peu comme dans le théorème du déplacement unité, mais c'est la force unité cette fois-ci, on voudrait que le delta W étoile soit égal simplement à 1 fois D. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je peux prendre un exemple très simple. Imaginons on pourrait même le prendre hyperstatique une fois. C'est pas très compliqué. Imaginons qu'on ait déterminé le diagramme de moment de flexion, effort axial, effort tranchant dans cette poutre qui est soumise à une charge uniformément répartie. C'est un exemple qu'on fera un petit peu plus tard. Cette poutre va se déformer comme ceci. Imaginons qu'on s'intéresse au déplacement delta à mi-travers. Au déplacement, D. On va l'appeler D ici à mi-travers. Eh bien, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement dire que autour de la charge réelle qui est appliquée sur la structure, on va appliquer une petite perturbation. Cette petite perturbation, je suis libre de la choisir comme je veux. Elle est arbitraire. La seule chose que je vais demander, c'est qu'elle soit en équilibre, donc statiquement admissible. Et donc je vais dire ici, delta F est égal à 1, de manière à ce que quand je vais faire travailler cette force ou cet ensemble de forces extérieures dans le champ de déplacement, qui est le champ de déplacement réel, eh bien je vais faire simplement de ce déplacement multiplié par la force unitaire, et je vais calculer donc delta W étoile est égal à simplement 1 fois D. Et donc on voit que par application du théorème des forces virtuelles, eh bien ce 1 fois D, ce 1 fois D ici, on peut l'obtenir en intégrant sur l'entièreté de la structure le vrai diagramme des moments multiplié par le diagramme des moments qui est en équilibre avec cette sollicitation extérieure considérée, un diagramme d'effort axial, un diagramme d'effort tranchant qui sont en équilibre avec celui-là.
Alors, comment est-ce qu'on va faire pour déterminer ces diagrammes? Évidemment, la solution n'est pas unique. On vient de le dire avant. Il suffit simplement que les sollicitations extérieures soient en équilibre avec les efforts intérieurs. Et donc, un exemple ou une méthode pour y arriver reviendrait simplement à dire, je vais faire l'hypothèse que la réaction à droite est égale à 0. Je transforme la structure en une structure isostatique de cette manière-là. Mais donc, je vais me retrouver avec un diagramme de moment comme ceci. Si la portée vaut L, la valeur du moment serait égale à moins L demi. On va avoir un effort tranchant. Ceci, ce sera la variation de moment, la variation de l'effort tranchant, delta V, qui est égale à plus 1. Parce que si je fais une coupe n'importe où à gauche de 1, on voit que, quel que soit l'endroit où je coupe, V sera égal à 1. Et on a une valeur de l'effort tranchant égale à 1. Ok, donc ça c'est une première manière de déterminer delta M, delta V. Le delta N est égal à 0, parce qu'il n'y a pas d'effort axial. Et donc ça c'est assez simple. Une autre manière de procéder aurait été de dire, je vais faire autrement. Je vais considérer que le moment d'encastrement à gauche est égal à 0. Et donc je rends la poutre isostatique d'une manière beaucoup plus simple. Ou plus simple, je n'en sais rien, différente en tout cas. Et on va simplement obtenir un diagramme des moments comme ceci, avec delta M comme ça, et la valeur du moment à mitravé, donc c'est PL sur 4, P étant égal à 1, il va nous rester simplement L divisé par 4, et pour l'effort tranchant, on va se retrouver avec 1 demi, et moins 1 demi, c'est une poutre sur 2 appuis. Voilà. Et donc, si on applique le théorème de la force unité en choisissant une force extérieure unitaire appliquée, pour le delta M et pour le delta T, j'écris delta V, mais enfin delta T c'est la même chose, c'est l'effort tranchant. Pour delta M et delta T, on peut choisir aussi bien ces diagrammes que ces diagrammes. Ok, donc c'est une condition suffisante, où il suffit que les efforts intérieurs soient en équilibre avec la force unitaire, et cette distribution, évidemment, n'est pas unique. Alors donc, on utilise le théorème de la force unitaire pour calculer un déplacement en appliquant une force unitaire. Si on s'intéresse à une rotation, on doit appliquer un moment unitaire. Donc, notre exemple, si je voulais calculer sous l'effet d'une charge uniformément répartie, je prends cette fois-ci une poutre encastrée libre. Si je mets une charge uniformément répartie, cette poutre va se déformer comme ceci. Si je m'intéresse à la rotation, comment est-ce que je fais pour calculer la rotation? C'est la même idée. On voit ici que la rotation que je voudrais calculer dans la structure réelle, elle est conjuguée à un delta M. Donc si je choisis delta M égale à 1 et tous les autres égaux à 0, donc ça veut dire que je vais simplement perturber à l'extérieur, ici on est dans W étoile, donc je vais simplement perturber à l'extérieur le champ de sollicitation par un moment appliqué d'amplitude unitaire à l'endroit où je veux calculer la rotation. Donc si je veux calculer la rotation positivement dans ce sens-là, il me suffit d'appliquer un moment unitaire à cet endroit-là, et delta W étoile serait égal à le moment unitaire multiplié par la vraie rotation phi. Ok, et donc j'ai simplement phi égale le même membre de droite. Ok, donc la seule différence, c'est que donc, M, N et T restent les vraies valeurs des efforts intérieurs sous l'effet des charges extérieures appliquées. Et par contre, delta M, delta N, delta T sont des efforts intérieurs qui correspondent à ce moment unitaire appliqué. Ok, pour être tout à fait cohérent, j'aurais dû utiliser ici plutôt une couleur qui est jaunâtre, de manière à indiquer... Ok, bon, c'est peut-être pas très lisible, voilà. De manière à indiquer que ce sont des valeurs virtuelles ici.
on s'intéresse au vrai phi. Ok. Donc, on vient de voir que pour calculer un déplacement, on doit utiliser une force unitaire. Pour calculer une rotation, on doit appliquer un moment unitaire. Alors, on peut essayer de tenter de calculer très rapidement un déplacement relatif ou bien une rotation relative. Ça, c'est intéressant quand on a des exemples un peu plus développés. On en verra apparaître plus tard. Exemple, si je prenais par exemple un portique comme ceci. Je vais le placer comme ça. Et puis je m'intéresse, pour une raison ou pour une autre, je m'intéresse à la distance entre ces deux points-là, A et B. Et donc je voudrais avoir, donc sous l'effet des charges extérieures qui sont appliquées, peut être des forces mécaniques, ça pourrait être une élévation de température ou peu importe, je m'intéresse à la distance AB. Eh bien, pour calculer la distance AB, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais simplement appliquer en jaune donc une force virtuelle égale à 1 ici, une force virtuelle égale à 1 là-bas. Donc, la configuration déformée de cette structure va peut-être nous donner quelque chose, je ne sais pas très bien, comme ceci. Ça, c'est la configuration déformée. Voilà, et je m'intéresse à la distance AB en configuration déformée. Bien là, le travail, comment est-ce qu'on va le calculer? On va simplement dire que si A se déplace de DA, le delta W étoile serait égal à 1 fois DA compté positivement vers la droite, moins 1 fois DB compté positivement vers la droite. D'accord? Donc j'utilise la même convention de signe pour DA et DB. Donc les deux déplacements sont comptés positivement vers la droite. Pourquoi? Parce que si je m'intéresse à la distance relative entre A et B, donc DAB, eh bien comme ceci, je fais DA moins DB, et j'ai bien la distance entre A et B. Ok, et donc vous voyez que pour calculer une distance relative dans la configuration déformée, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplement appliquer deux forces unitaires, une force égale à 1 dans une direction et une force égale à 1 dans l'autre direction, de manière à avoir le déplacement en A moins le déplacement en B quand on calcule le travail complémentaire des forces extérieures. Okay, et on applique le théorème de la force unité exactement de la même manière. Okay, donc le théorème de la force unité nous permet de calculer des déplacements, des rotations, des déplacements relatifs. Et si on était intéressé par une rotation relative, il suffit d'appliquer un couple de moments unitaires. Alors la rotation relative, je sais bien que celle-là, c'est pas spécialement l'exemple préféré des étudiants, mais c'est quelque chose qu'on utilise très 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 régulièrement. Exemple, si on avait par exemple une poutre comme ceci, qui est représentée ou modélisée avec une rotule au milieu. Et alors cette poutre, elle est soumise à... je pourrais mettre une charge ici, par exemple. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le point où se trouve la rotule va tasser, la rotule est là, et dans la partie de gauche, on va simplement avoir une déformation comme ceci. Et alors on pourrait s'intéresser à la rotation relative, c'est-à-dire de combien la rotule tourne. Et ça, c'est une rotation relative. Pourquoi est-ce qu'elle est relative? Parce qu'on a non seulement une composante de la rotation qui vient de la gauche, et aussi on a une composante de la rotation qui vient de la droite. Okay, et nous, on s'intéresse à la somme des deux. Et si on s'intéresse à la somme des deux, qu'est-ce qu'on va faire? La différence des deux. On voudrait calculer une rotation relative. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement appliquer... Si on voulait calculer la valeur de la rotation juste à gauche, ici, on appliquerait un moment unitaire, égal à 1. Si on voulait calculer la rotation à droite, juste à droite, on appliquerait un moment unitaire égal à 1. Okay, en faisant ça, j'ai les rotations qui sont calculées positivement dans le sens trigonométrique.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer la différence des deux rotations, pour avoir une rotation relative. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Plutôt que d'appliquer une force unitaire et ensuite, dans un autre cas de charge, un autre moment unitaire positif comme ça, mais je vais simplement appliquer le principe de superposition et je vais dire que si j'applique comme champ de sollicitation virtuelle un moment unitaire positif et un moment unitaire positif dans ce sens-là, eh bien, si j'applique le théorème de la force unité, donc je dois, sous l'effet de ces deux moments unitaires, je dois calculer des diagrammes d'effort intérieurs qui sont en équilibre avec ces charges extérieures. Une fois que je les obtiens, j'obtiens delta M et delta T en jaune. Et puis je peux simplement appliquer le théorème de la force unité. Et ça va me donner, non pas un déplacement. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas appliqué une charge unitaire dans le sens du déplacement que je veux calculer. J'ai simplement appliqué un couple de sollicitation. Ok, donc le théorème de la force unité, TFU pour son acronyme, sera utilisé régulièrement et souvent en fin d'exercice, quand une fois qu'on a déterminé les efforts à l'intérieur de la structure, on connaît les vrais M, N et T, donc ces grandeurs-là sont connues. Si on veut déterminer le déplacement sous l'effet des vraies charges extérieures appliquées, eh bien on va appliquer le théorème de la force unité. Okay ? Et donc ici un petit mémo, pour vous souvenir que si vous voulez calculer un déplacement, il suffit d'appliquer une force unitaire dans le sens du déplacement. Si vous voulez calculer un déplacement relatif, vous appliquez deux charges unitaires dans de sens contraires qui sont conjuguées au déplacement relatif que vous voulez calculer. Si vous voulez calculer une rotation, par exemple la rotation ici au pied d'arc, vous appliquez un moment. Et si vous voulez calculer une rotation relative, il s'agit d'appliquer alors un couple de moments unitaires. Ok, alors on peut prendre un petit exemple. Si on voulait calculer le déplacement vertical au milieu de la travée de gauche, ici, donc qu'est-ce qu'on doit faire ? On a une poutre qui est hyperstatique une fois. Donc on va essayer de calculer ici le déplacement vertical au milieu de gauche et la rotation au droit de l'appui à droite. Alors donc pour calculer le déplacement vertical, on imagine qu'on a déjà terminé d'analyser la structure. Okay, donc on verra dans la suite comment faire pour analyser les structures, mais ça c'est quelque chose qu'on a obtenu. On a le diagramme des moments et le diagramme des forts tranchants. Le diagramme des moments, il y a une partie où on peut vérifier que c'est effectivement correct. Là on a un encourbellement, donc tout ça c'est comme isostatique, donc on peut le calculer facilement. On a bien moins FL2, c'est logique, hein, FL2. De l'autre côté, bon, ça c'est un peu compliqué à calculer pour le moment, mais on verra plus tard comment on peut faire pour l'obtenir. Et on a un encastrement qui vaut plus FL2 sur 2 à l'autre extrémité. Si on a le diagramme des moments, on peut facilement calculer le diagramme des forts tranchants en dérivant. Et si on dérive ici, qu'est-ce qu'on a ? On a une variation de FL2 à 0, donc c'est-à-dire une variation totale de FL2 sur une longueur L2. Donc c'est-à-dire que l'effort tranchant vaut F. Là, on a une variation de FL2 plus FL2 demi, donc c'est-à-dire 3 FL2 demi, sur une longueur L1. Donc 3 FL2 demi sur L1, c'est la dérivée ou le gradient, et donc ça nous donne l'effort tranchant sur cette partie-là. Okay, au moins, on a les valeurs de l'effort tranchant en valeur absolue. Pour le réglage du signe, c'est pas trop compliqué, on regarde simplement un équilibre, et on a les valeurs du signe tout de suite. Okay, exemple, si je pars de l'extrémité libre, on a une sollicitation F qui est appliquée là-bas. L'effort tranchant T est défini positivement dans ce sens-là. Donc l'effort tranchant est égal à plus F. Okay, il change de signe au niveau de la réaction, on peut le vérifier. Et l'effort tranchant est égal à moins F de l'autre côté. Ou bien on peut le voir d'une autre façon. Ici, vous voyez qu'on a une pente. Là, on a une pente de signe contraire. Donc si on a un effort tranchant positif, là, on doit avoir un effort tranchant négatif. Ok, donc admettons pour le moment que ces grandeurs soient connues et correspondent au vrai diagramme d'effort sous l'effet des sollicitations réelles qui sont appliquées dans la structure. Et nous, ce qu'on voudrait calculer, c'est ce déplacement D au milieu de la travée de gauche. On dirait qu'il est vers le haut. Et la rotation phi au niveau de l'appui de droite. Alors donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on dit ? On va appliquer le théorème de la force unité. Le théorème de la force unité nous dit vous vous intéressez au déplacement, ce que vous faites, vous allez appliquer une charge unitaire qui est conjuguée à ce déplacement pour pouvoir le calculer. Alors je prends une charge unitaire définie vers le bas, ce qui veut dire que le déplacement positif, mais je vais le calculer avec une convention définie positive vers le bas.
Ok, et alors, une fois qu'on a cette sollicitation-là, on doit analyser la structure, et pour ça, on a le droit de le faire comme on veut. J'ai décidé, en l'occurrence ici, de faire l'hypothèse que la réaction à l'appui de droite était égale à 0, donc c'est comme si l'appui avait disparu. Je me retrouve avec une structure que j'ai rendue isostatique, et je peux l'analyser. Donc là, je calcule le diagramme des moments, je calcule le diagramme des forts tranchants, exactement comme on l'a fait préalablement. Et donc, une fois qu'on a ça, on a les grandeurs qui sont les grandeurs virtuelles, M1 et T1, ou bien delta M et delta T. Et il n'y a plus qu'à calculer les intégrales qui viennent aux membres de droite dans le théorème de la force unité. Donc je vais retrouver que le déplacement D est égal à l'intégrale sur l'entièreté de la structure de cette quantité-là, plus celle-là, plus celle-là. Alors n est égal à 0, T n'est pas égal à 0, mais souvent on néglige les déformations des forts tranchants. Ok, donc en fait, on se rend compte que les ordres de grandeur de l'intégrale de M1 sur EI, ou delta M, mais j'appellerai M1 dans la suite, et l'intégrale de T1 sur GA, sont deux quantités qui ont vraiment des ordres de grandeur fort différents. Et cette grandeur-là est beaucoup plus grande que cette grandeur-là quand on travaille avec des éléments de poutre habituels. Okay, c'est pas nécessairement vrai dans un treillis qu'on aurait envie de modéliser comme une poutre. Okay, on en discutera peut-être lors des travaux pratiques. Mais dans la majorité des cas, cette déformation des forts tranchants est négligeable. Elle contribue à quelques pourcents uniquement, 1, 2, 3% grand max, pour la plupart des structures. Okay, donc on va évaluer seulement le déplacement sur base de cette partie-là. Et donc, le déplacement, on peut l'écrire ici. On peut écrire que le déplacement D, c'est l'intégrale sur l'entièreté de la structure. Je vais écrire M1 sur EI. Alors, on voit bien que sur l'entièreté de la structure, le M1 est égal à 0. Donc, il va me rester l'intégrale uniquement sur la longueur 0 à L1 demi. De deux choses. Donc, il nous faut le diagramme réel de M. Donc, c'est-à-dire il va me falloir une expression pour ceci, jusque L demi, multiplié par M1, il va me falloir une expression pour ceci. Alors, on peut le faire une fois pour toutes en utilisant, par exemple, cette abscisse curviligne S, qu'on va positionner comme ceci. Et donc, je vais écrire que le vrai moment, M, quand S est égal à 0, ça vaut F L2 sur 2. Et puis, le moment doit décroître, et il décroît avec une pente de 3 demi L2 sur L1 fois F. C'est l'effort tranchant, on a calculé la dérivée, fois S. Donc ça, c'est le moment réel. On peut peut-être simplifier un tout petit peu. Je vais mettre F L2 sur 2 en évidence. Et il va me rester 1 moins 3S sur L1. Et par contre, M1 est égal à L1 demi fois S moins L1 sur 2. Non, tout simplement, je peux l'écrire comme ça en fait. Désolé, j'étais un petit peu trop rapide. S moins L1 sur 2, je vais le réécrire. S moins L1 sur 2. On voit effectivement que quand S est égal à 0, le moment est égal à moins L1 sur 2. Quand S est égal à L1 demi, le moment est égal à 0. Et entre les deux, c'est linéaire. Ok, donc pour calculer le déplacement delta, on doit simplement faire 1 sur EI, je peux le sortir de l'intégrale. Et alors, il faut calculer l'intégrale de S L1 demi. 1 moins 3S sur L1 ds. Ok, alors bon, c'est un petit peu compliqué. On peut développer le résultat de cette intégrale. FL2 sur 2EI, je le mets en évidence. On doit intégrer de 0 à L1 demi. Alors on peut développer. On va retrouver un terme indépendant qui est moins L1 demi. On va retrouver un terme en S
plus 3 demi S, donc ça fait 5 demi. Et on a un terme en S carré, 3S carré sur L1. On aurait pu prendre un tout petit peu de place pour développer ça. Ok. Alors, donc on va avoir que le déplacement D, je continue juste ici en dessous, FL2 sur 2EI, multiplié par, alors, moins L1 demi fois L1 demi, plus 5 demi de S, donc ça fait S carré sur 2, donc ça fait L1 carré sur 8, moins 3S carré, donc ça fait S cube, donc L1 au cube sur 8. Alors ici on voit qu'on peut avoir des 16e au total, donc on a 5 16e, on a moins 2 16e, et 4 moins 4 16e. Et donc on a au total que D est égal à 5 moins 6, donc ça fait moins 1 sur 16. Et alors on a un 2 qui vient devant, donc ça fait moins 1 32e. Donc moins F L2 fois L1 carré divisé par 32 EI. On voit bien que le déplacement delta est négatif. C'est un peu ce qu'on disait au début. Puisque le déplacement D, pas delta, est compté positivement vers le bas, il est négatif, donc effectivement ça correspond bien à un déplacement vertical vers le haut. C'est ce qu'on voit sur le diagramme ici. Le point qui était là, en configuration initiale, se retrouve ici, en configuration déformée. Ok, donc ça c'est une chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait calculer la valeur de la rotation au niveau de l'appui de droite. Pour calculer la valeur de la rotation au niveau de l'appui de droite, qu'est-ce qu'on fait? On applique un moment unitaire ici. Et vous voyez que le moment, je le définis positivement dans le sens horloger. Ok, on est tout à fait libre de choisir les conventions qu'on veut. Ok, et je les change volontairement pour qu'on ait l'habitude d'utiliser des conventions différentes. Vous verrez plus tard quand vous serez dans un bureau ou une administration, je ne sais pas où vous travaillerez, vous aurez des personnes qui travaillent toujours avec des conventions différentes. Et donc en appliquant le théorème de nouveau de la force unité, on va pouvoir calculer la rotation. Et la rotation donc, va simplement nous dire que, le théorème nous dit que la rotation est égale à 1 sur EI fois l'intégrale sur l'entièreté de la structure. Alors cette fois-ci c'est différent parce que on va intégrer de 0 à L1, puisque c'est la zone sur laquelle le moment est non nul dans la structure qu'on a choisie comme étant rendue isostatique. Donc de 0 à L1. Alors il nous faut le produit des deux moments. Le moment est égal à moins 1 sous l'effet de la charge unitaire. Alors comment est-ce qu'on a obtenu ça? Donc vous voyez qu'ici on a décidé à nouveau de rendre la structure isostatique en considérant que là on a un encastrement et ici on a supprimé l'appui. Donc sous l'effet d'un moment négatif, on a appliqué à l'extérieur, on a un moment négatif à l'intérieur de la poutre qui est constant sur l'entièreté, donc c'est ça ce moins 1. Et on doit le multiplier par soit la même expression pour le moment réel. Et cette expression, elle est en haut de l'écran, donc c'est FL2 sur 2 fois 1 moins 3S sur L1 ds. Ok, et donc on va se retrouver avec moins FL2 sur 2EI, que je mets en évidence, fois, alors on doit intégrer 1 entre 0 et L1, ça fait L1, moins 3 sur L1, fois S carré sur 2, donc L1 au carré sur 2.
Donc on se retrouve avec une fois L1 moins 3 demi. Donc ça fait qu'il nous reste moins 1 demi. Moins et moins donne plus. Et donc on va se retrouver avec FL2 sur 4 EI. Voilà pour la rotation. Voilà, alors donc dans la réalité, maintenant, des intégrales, on ne les calcule plus quand on est dans la vraie vie ou quand on travaille dans un bureau ou dans la vie professionnelle, on essaie de les éviter. Il y a toute une série de trucs qui existent pour éviter ces calculs d'intégrales. Vu qu'on retrouve systématiquement des multiplications de fonctions qui sont les mêmes, comme un triangle, éventuellement des paraboles quand on a des charges uniformément réparties, ou des formes trapézoïdales comme ceci, ben en fait, tout ça a déjà été encodé pour nous dans des tables qui s'appellent les tables de Moore. Ok, c'est le même Moore, le même monsieur Moore, que celui qui a popularisé le cercle et le tricercle. On appelle ça aussi la table de la méthode des forces. Et nous dit simplement que si vous voulez par exemple calculer le produit entre deux diagrammes, un diagramme qui aurait une forme triangulaire avec un maximum à gauche et un diagramme qui aurait une forme trapézoïdale avec deux valeurs, M1 et M2. Attention qu'elles ne doivent pas nécessairement être de même signe, on pourrait avoir M1 et M2 comme ceci. Et bien en fait, le résultat de l'intégrale de M fois M, où petit m de S est donné dans la colonne et grand M de S est donné dans la ligne, est donné par le résultat, la formule qui est indiquée ici. Ok, donc cette formule, on peut l'appliquer tout simplement. Donc dans le cas qui nous intéresse, plutôt que de calculer une intégrale longue, et vous allez voir que dans les faits, c'est comme ça qu'on pratique, on applique simplement ces formules-là. Donc nous, le déplacement, ce serait l'intégrale sur l'entièreté de la structure de M1, ds, mais ça on l'écrit généralement plus. On va regarder simplement les contributions qui existent. Alors on voit qu'on a une contribution ici sur une longueur L1 demi. Et c'est une distribution qui est triangulaire avec une pointe à gauche. Et donc je vais simplement schématiser ça de cette manière-là, en disant sur une longueur L1 demi, j'ai un moment dont la valeur vaut moins L1 demi. Et je dois multiplier ça par le diagramme des moments qui est ici. Alors, il nous manque juste une grandeur, et c'est la valeur du moment ici à mi-longueur. Et donc, si au total, on bouge de 3 demi entre les deux extrémités, ça fait 3 quarts, donc il doit nous rester ici, moins FL demi sur 4. Puisque je retire d'abord une première fois la moitié, 3 quarts, et puis pour arriver à l'autre valeur, je retire une deuxième fois 3 quarts. Au total, où j'ajoute, et au total on a ajouté 3 demi, donc 3 quarts et 3 quarts. Donc on a une distribution triangulaire qui va de FL2 sur 2 à moins FL2 sur 4. Donc FL2 sur 2, moins FL2 sur 4, comme ceci, et FL2 sur 2, vers le haut, vers le bas. Voilà. Et donc, une fois qu'on a juste noté ça, l'application du théorème de la force unitaire à l'aide des tables de Moore va simplement nous dire, vous faites 1 sur EI, et alors la formule à appliquer, elle est là, c'est 1 sixième de 2M1 plus M2 fois ML. Je vais la recopier simplement ici, 1 sixième, 2M1 plus M2, petit m, L. Ok, alors le petit m, il est là. Le L, il est là. C'est la longueur sur laquelle on veut le calculer. Et M1 et M2, ils sont là et là. Ok, donc le résultat simplement de l'intégrale,
ce sera 1 sixième multiplié par 2 fois 1 demi, donc c'est-à-dire 1, FL2, plus M2, donc moins FL2 sur 4, donc ça nous fait 3 quarts, multiplié par moins L1 demi, et multiplié par la longueur, L1 demi. Donc ici, on a 3 quarts de FL2. Donc 3 quarts fois 1 sixième, il va nous rester un huitième. 8 fois 2 fois 2, 4 fois 8, ça fait 32. Le moins qui est là-bas va rester devant. Donc on a moins F, L2, L1 carré, divisé par 32 EI. C'est la quantité qu'on a calculée juste au-dessus. Okay, et sauf qu'ici, on l'a calculé de manière beaucoup plus simple, sans avoir une seule intégrale à évaluer. Ok, bon, même principe pour l'autre. On a un rectangle multiplié par un trapèze. Et donc, si on voulait calculer la rotation, on va vérifier rapidement qu'on a bien FL2 sur 4i. Ok, donc si je voulais calculer la rotation, phi, c'est 1 sur ei, multiplié par... Alors, on a un rectangle avec un diagramme des moments qui vaut moins 1. Attention, ne pas se tromper sur les signes. Moi, je recommande de toujours recopier les petits signes papillons, comme ça on est certain de la courbure. La valeur du moment vaut moins 1 sur une longueur L1 au total. Et il faut multiplier ça par un diagramme des moments au total qui va donc de FL2 sur 2 à moins FL2. FL2 sur 2, courbure vers le haut, moins FL2 à l'autre extrémité. Ok, alors on vient dans la table de mort. Et on regarde comment calculer ce résultat. C'est facile. On a un rectangle multiplié par un trapèze. Donc c'est la moyenne entre M1 et M2 fois ML. Ok, donc la moyenne entre M1 et M2 fois ML. Donc c'est FL demi fois 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi, donc ça fait fois moins 1 quart, multiplié par moins 1 et la longueur L1 égale F L2 L1 divisé par 4 EI. Et j'espère que c'est la même chose que ce qu'on avait là. Évidemment, j'ai simplement oublié d'écrire L1 là-bas, d'où l'avantage d'une vérification. Et donc vous voyez que sans avoir à calculer d'intégrale, on obtient le même résultat. Ok, donc voilà, ceci clôture l'utilisation du théorème de la force unitaire. Il y aura beaucoup d'autres exercices et exemples qui seront traités dans le cadre du cours. Au niveau des théorèmes, il reste encore le théorème de réciprocité, mais qu'on verra quand on étudiera les lignes d'influence, parce que c'est essentiellement là-bas qu'il est utilisé. Voilà, n'hésitez pas à retourner dans les notes de cours. Vous allez retrouver dans les notes de cours des tables de mort qui sont bien plus détaillées que ce qu'on a ici. Et alors, n'oubliez pas que les 4 variantes possibles dans l'application du théorème de la force unitaire sont les 4 cas d'étude qui sont représentés ici. Voilà, bon boulot!